Sur ces images de vidéosurveillance, on peut voir une femme assise, concentrée sur son téléphone portable, et qui semble contrariée par la conversation qu'elle entretient. Elle envoie des messages en rafale, puis, tellement énervée de la situation, elle décide de quitter le bar où elle se trouve, alors que tous ses amis y sont encore restés. En franchissant cette entrée, elle vient de déclencher le début d'une enquête criminelle absolument folle, et qui sera résolue grâce à Google. Si vous souhaitez savoir ce qu'il s'est passé, installez-vous bien. Aux États-Unis, dans l'État du Wisconsin, il y a une ville plus connue que les autres en matière criminelle. C'est bien sûr Milwaukee. Il faut dire que la folie de Jeffrey Dahmer a frappé durement une première fois entre la fin des années 70 et le début des années 90, quand le tueur en série a commis 17 meurtres. Puis une seconde fois, en 2022, avec la série Monstres sur Netflix, créant des fans de l'un des plus ignobles êtres humains ayant foulé cette terre. Pourtant, dans le Wisconsin, il y a un autre endroit où les passionnés se contentent d'apprécier des choses simples. Et cet endroit, c'est Green Bay. Là-bas, vous n'avez pas le droit de supporter une autre équipe de football américain que les Green Bay Packers. C'est littéralement le cœur de cette petite ville de 100 000 habitants, qui vit au rythme des exploits de son équipe phare. Au-delà de ça, Green Bay est une commune très convoitée. Il fait bon vivre. Pas de tueurs en série qui vous découpe pour vous mettre dans des tonneaux d'acide. Non, ici c'est le calme plat. Le taux de criminalité est très faible. C'est un excellent endroit pour fonder sa famille et vivre son rêve américain. Le samedi 21 mai 2016, pas de football. La fin de saison a sonné depuis 3 bons mois. Mais il fait beau et tout le monde profite de cette belle journée pour sortir, y compris les agriculteurs afin de contrôler leurs récoltes et leur bétail. Malheureusement, l'un de ces agriculteurs va voir sa journée gâchée suite à une terrible découverte. Tandis qu'il parcourt ses terres, il tombe nez à nez avec un cadavre, celui d'une femme a priori. Il n'en est pas certain parce qu'il n'a pas osé s'approcher. L'homme a préféré contacter la police directement. Il explique aux policiers qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des secours. D'après l'odeur et la couleur du corps, cela fait un moment que la victime repose ici. Des enquêteurs sont immédiatement envoyés dans ce champ situé juste à l'extérieur de Green Bay. Le premier point que remarquent les inspecteurs, c'est l'emplacement où se trouve ce corps. Il est dans une zone boisée et broussailleuse du champ, ce qui empêche de remarquer le cadavre depuis la route qui passe à proximité. Il s'agit effectivement d'une jeune femme qui doit avoir autour de la trentaine. Ses cheveux sont blonds et son corps gît sur le ventre, bras et jambes écartés. Un bracelet rose est accroché au poignet de la victime. Aucune inscription n'est présente, impossible de savoir d'où il provient. En observant la peau, les enquêteurs découvrent une empreinte de pas sur le haut du dos de la femme, comme si on lui avait marché dessus. Le corps de cette jeune femme est meurtri. Il y a de nombreuses ecchymoses, mais il y en a une qui attire plus le regard que les autres. Le cou de la victime est bleu. Une forte pression a été exercée à cet endroit. Les enquêteurs reconnaissent bien ce genre de blessure. Il y a de grandes chances pour qu'elle soit due à un étranglement. Le corps de la jeune femme est aussi lacéré à plusieurs endroits, sans que les policiers ne sachent réellement à quoi cela peut être lié. Et il se pourrait que le transport du corps soit à l'origine de ces blessures. Les ongles de la personne décédée sont aussi en mauvais état. Cette femme s'est défendue jusqu'au bout afin d'éviter de mourir. La police scientifique, qui est également sur place, prélève des échantillons sous ses ongles afin de récupérer de l'ADN s'il devait y en avoir. En revanche, aucun indice ne permettant d'identifier cette personne n'est retrouvé. Et cela n'étonne pas les policiers, qui pensent très clairement avoir affaire à un lieu de crime. C'est un homicide qu'ils viennent de découvrir. Le cadavre caché dans les broussailles, la position du corps, l'état de la peau de la victime, cette marque possible de strangulation et cette empreinte de pas sur le dos, cela laisse penser qu'un drame s'est déroulé. Seule une hésitation sur le lieu exact où s'est produit le meurtre envahit l'esprit des inspecteurs, qui doutent que toute l'action se soit passée ici. Cela ressemble plus à une zone de dépôt du corps. D'ailleurs, tout le secteur est fouillé de fond en comble dans le but de mettre la main sur l'arme du crime. Mais après plusieurs heures à retourner la moindre feuille, il n'y a rien.
Par contre, des traces de pneus ont été découvertes sur le chemin menant à la zone boisée. Alors bien sûr, ce n'est pas une trouvaille qui fait avancer l'enquête à grands pas. Ce chemin étant emprunté par de nombreux véhicules, mais elle pourrait s'avérer utile plus tard dans l'investigation. D'autant plus que ces traces de pneus montrent que la voiture s'est rendue jusqu'à l'endroit où le corps reposait pour ensuite faire demi-tour et rejoindre la route principale. L'agriculteur possède un tracteur et une remorque, mais les pneus ne correspondent pas, et d'après lui, aucun de ses autres véhicules non plus. Même si rien n'est certain, il se peut que ces traces soient laissées par le potentiel tueur. Cet agriculteur, qui a découvert le corps et prévenu la police, devient la première personne d'intérêt dans cette enquête, et il est questionné. Cependant, il est rapidement mis hors de cause. Et l'objectif, désormais, est de comprendre comment cette femme a atterri ici, et surtout de savoir qui elle est. Une partie de l'équipe de police poursuit donc les recherches sur le lieu où se trouve le corps, tandis qu'une seconde retourne au commissariat afin de déceler la moindre piste permettant l'identification du cadavre. Des heures durant, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied pour connaître le nom de la victime. Mais c'est un nouveau coup de téléphone qui va faire avancer l'enquête. À l'autre bout de la ligne, c'est un homme. Il paraît un peu hésitant. Il demande s'il a appelé le bon numéro pour signaler une personne disparue. On lui indique qu'il est bien sur la bonne ligne. L'homme explique alors que sa petite amie a disparu. Le nom est demandé, et l'homme dit qu'elle s'appelle Nicole van der Heyden. Celui qui vient d'appeler pour faire ce signalement, c'est Doug Detry. D'après lui, cela fait plusieurs heures que Nicole a disparu, et il n'a aucune idée du lieu où elle pourrait se trouver. Alors, quelques heures pour une personne adulte, en général, cela n'alerte pas les autorités. Sauf que d'après Doug, ils sont sortis la veille tous les deux. Et depuis, plus aucun de leurs amis n'a de nouvelles de sa petite copine. Les enquêteurs, quant à eux, craignent que Nicole soit la personne découverte dans le champ quelques heures auparavant. La coïncidence est trop grande. En temps normal, la police ne s'agiterait pas concernant la disparition d'une personne adulte pour quelques heures seulement et sans contexte laissant penser qu'un danger serait imminent. Mais dans ce cas précis, il y a un homicide à résoudre. Alors, les policiers sont envoyés au domicile de Doug et Nicole pour comprendre de quoi il en retourne. Doug Detry, âgé de 34 ans, est questionné à propos de son appel. Il ne le sait pas, mais la conversation est discrètement filmée, parce que les enquêteurs le considèrent comme un suspect. C'est presque automatique en réalité. Lorsqu'une personne est tuée, la grande majorité du temps, un proche est responsable. Et qui de mieux placé que Doug pour être le premier nom sur la liste des suspects? À vrai dire, il y a 2 points qui poussent les agents à considérer le mari comme tel. Le premier est qu'il y a de fortes chances pour que la jeune femme assassinée soit Nicole, sa petite amie. Le second, les blessures présentes sur le corps de la victime, ouvrent l'hypothèse de violence domestique. Au moment d'interroger Doug, les agents remarquent que l'homme paraît fatigué, presque en gueule de bois. Il a d'énormes cernes sous les yeux comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours et des jours. La question lui est finalement posée. Pourquoi signale-t-il Nicole disparue? L'homme répond que personne n'a eu de ses nouvelles, ou ne l'a vue depuis la veille dans la nuit, autour de minuit. D'après lui, la veille, avec Nicole, ils ont rejoint des amis en début de soirée dans un bar où un groupe de musique devait jouer en direct. Il est demandé à Doug de fournir la description la plus détaillée possible de ce que portait sa petite amie la veille. Alors qu'il énonce la tenue de Nicole, il fournit un élément très intéressant pour les enquêteurs. Il mentionne un bracelet de couleur rose. Les doutes, très minces, des policiers sont définitivement levés. Il est quasiment certain que le corps de la jeune femme découvert dans la zone boisée soit celui de Nicole van der Heyden. Le bracelet était en fait l'une de ces bandes en papier que l'on vous place au poignet lorsque vous participez à une soirée dans un établissement, pour s'assurer que vous soyez déjà client au cas où vous désireriez sortir et entrer à nouveau. En attendant d'avoir la confirmation ultime par le médecin légiste, les policiers se concentrent à présent sur le passé de cette jeune femme de 31 ans pour affiner leur connaissance de ce dossier déjà plein de mystères. Nicole van der Heyden est née à Manitowoc dans le Wisconsin. Elle a grandi dans une famille aimante et elle est particulièrement proche de sa sœur. Son parcours scolaire se déroule à merveille. Elle termine diplômée du lycée sans souci, la conduisant à pousser ses études à l'université, toujours dans le Wisconsin, à Green Bay. En 2004, elle entre donc à la faculté. Son objectif est de devenir institutrice. Elle réussit à obtenir son diplôme, puis devient institutrice remplaçante avant d'être nommée titulaire.
Durant ses études, Nicole occupait un emploi d'appoint en tant que serveuse, qu'elle n'a pas quitté lorsqu'elle a été titularisée en tant que professeure des écoles. Si je vous précise ça, c'est parce qu'à côté de toutes ces activités, Nicole trouve encore le moyen de s'entretenir, en faisant énormément de sport, du fitness principalement. Je pense que plus personne n'a d'excuses à présent pour justifier son absentéisme flagrant à la salle de sport, moi le premier. En 2005, Nicole s'était mariée avec un homme, mais le mariage avait pris fin 7 ans plus tard en 2012. Entre-temps, 2 enfants sont nés, et la jeune femme est désormais une mère célibataire. Elle arrive pourtant à gérer absolument tout le foyer et à porter tout le monde sur ses épaules. Ses enfants ont absolument tout ce qu'ils souhaitent, mais leur mère y consacre beaucoup d'énergie, il faut le reconnaître. C'est en janvier 2015 que la situation de la jeune maman va encore changer. Elle rencontre son second amour, Doug Detry, dans un bar d'Aloise, une petite ville au sud de Green Bay. C'est un véritable coup de foudre, les choses vont très vite entre eux. Ils se fréquentent régulièrement, puis finissent par officialiser leur relation. Dans la foulée, ils emménagent ensemble. Il n'y a aucune raison de douter, tant les deux semblent déjà s'aimer à la folie. Les événements ne vont pas en ralentissant, au contraire. Les étapes de la vie de couple sont franchies une à une vitesse faramineuse, et Nicole tombe enceinte. Mais cette grossesse est voulue. Nicole voulait avoir un enfant en commun avec son grand amour, Doug, et un troisième par la même occasion. Les deux envisagent de se marier lorsqu'ils apprennent que Nicole est enceinte d'un bébé, mais se ravisent finalement. Ils vont attendre un peu avant de célébrer cette union définitive. Cela fait déjà beaucoup en très peu de temps. Dès lors, les enquêteurs comprennent bien que les événements sont allés très vite dans la vie de ce jeune couple, avec des changements de vie radicaux. Et si justement, ces changements avaient bouleversé trop brusquement Doug, au point de le pousser à tuer Nicole? C'est la raison qui conduit les enquêteurs à approfondir l'interrogatoire de leur suspect, qui après avoir répondu à quelques questions depuis chez lui, est invité au poste pour aider les policiers dans l'enquête. En tout cas, c'est ce qu'ils lui disent pour qu'il ne se doute de rien. La première étape est d'informer Doug qu'il y a de fortes probabilités pour que Nicole soit décédée. Et les agents vont observer attentivement la réaction du jeune homme. Sera-t-elle naturelle ou forcée? En général, les policiers parviennent à déceler le vrai du faux. À l'annonce de la terrible nouvelle, Doug s'effondre. Il paraît ému et il est en état de choc. Après qu'il se soit calmé, les policiers lui demandent de raconter, avec précision, sa soirée de la veille. Et Doug s'explique. Ensemble, ils se sont rendus au Watering Hole, un bar dans la banlieue de Green Bay. Comme il l'a déjà indiqué, il devait assister à un petit concert en compagnie d'autres amis. L'ambiance est bon enfant, tout le monde boit un peu, et puis d'autres copains arrivent, des anciens du lycée. Mais d'après Doug, Nicole se serait énervée. Elle l'aurait vu flirter avec l'une de ses connaissances, juste sous son nez, et cela l'a mise hors d'elle. À tel point que la jeune femme décide de partir du Watering Hole pour se rendre au Sardine Can, un autre bar dans le centre de Green Bay. Doug est resté avec un ami à lui, nommé Greg. Le couple s'est donc séparé autour de 23h30, d'après le jeune homme. Et c'est là le dernier moment où il a pu voir Nicole de ses propres yeux. En revanche, il a continué de lui parler plus tard dans la soirée, Nicole lui envoyant des messages toujours à propos du même sujet. Le comportement déplacé de son petit ami durant la première partie de soirée. D'après Doug, la réaction de Nicole était disproportionnée. Elle avait bu et faisait une crise de jalousie qui n'avait pas lieu d'être. Mais les réponses de son compagnon ne lui plaisaient pas, et cela a déclenché une dispute par SMS. Les enquêteurs sont donc curieux de pouvoir lire cette conversation. Déjà pour obtenir les horaires d'envoi des messages, qui pourraient permettre de connaître l'heure à laquelle la jeune femme a cessé de répondre, et donc le moment où elle aurait pu être tuée. Et ensuite, peut-être qu'il y a des indices dans les propos tenus par l'un ou par l'autre membre du couple. Nicole était manifestement agressive lors de cette conversation par message. Elle insultait tout autant Doug que la jeune femme à qui il parlait durant cette soirée. Mais parmi ce flot d'insultes, il y a une mention qui accroche la curiosité des policiers. La jeune femme dit au milieu de la discussion que Doug est violent avec elle. Voici une dispute assez virulente. 2 personnes ivres après avoir consommé pas mal d'alcool et un petit ami désigné comme violent par Nicole. Les enquêteurs commencent à voir se dessiner un schéma tout à fait crédible pour suspecter encore un peu plus Doug Detry. Pour les inspecteurs, le jeune homme cache quelque chose.
La dispute est allée bien plus loin que ce qu'il prétend. Le seul obstacle, à présent, c'est qu'il faut parvenir à prouver cette hypothèse. C'est alors qu'une autre personne va entrer dans la danse. Nicole van der Heyden, une jeune maman de 3 enfants, a été brutalement assassinée dans la nuit du 21 mai 2016. C'est un véritable drame. Mais les enquêteurs sentent que le coupable n'est pas loin. Et d'ailleurs, leur suspect principal se trouve déjà dans leur salle d'interrogatoire. C'est Doug Detry, le petit ami de la victime. Les inspecteurs soupçonnent que le meurtre de la jeune femme soit survenu après une altercation à propos d'un comportement infidèle de la part de Doug. De l'alcool aurait fait perdre la lucidité des deux, et le jeune homme aurait fini par tuer sa compagne. Le contenu des messages est si virulent qu'au moment où les deux se seraient rejoints à la maison, l'altercation aurait forcément pris une tournure physique. C'est précisément ce que les agents disent à Doug en salle d'interrogatoire. Le jeune homme sent une forte pression s'abattre sur ses épaules. Il dit que lui et son ami Greg sont restés au premier bar jusqu'à minuit 30. Ce n'est qu'à ce moment que tous les deux sont allés ensuite au second bar où se trouvait Nicole pour la rejoindre. Seulement, en arrivant, il n'y avait aucune trace d'elle. Sur l'instant, le petit ami est un peu préoccupé par cette conversation qui n'est pas une altercation habituelle dans le couple. Il a tout de même fait plusieurs fois le tour du bar pour tenter de retrouver sa petite amie. En vain. Comme il est impossible de retrouver Nicole, Doug en a déduit qu'elle est simplement rentrée à la maison, étant de mauvaise humeur après leur échange. Et il s'attendait à devoir se justifier à son retour. Doug et Greg sont finalement rentrés chacun chez eux. Les 2 plus grands enfants de Nicole sont chez leur père. Les seules personnes dans la maison, quand Doug revient, ce sont la nounou et son bébé. Nicole n'est pas là. Doug pense donc que Nicole lui en veut vraiment. Elle n'a pas l'intention de le voir suite à son flirt, et pour lui, elle est allée poursuivre la soirée avec ses amis. Et peut-être même qu'elle a décidé de dormir ailleurs. Avec l'alcool, le jeune homme suppose qu'elle est excessive. Ces mots dépassent sa pensée, et elle se rendra compte de son erreur le lendemain. Il est alors allé se coucher. À 6h30 du matin, Doug se réveille pour donner le biberon à sa fille. Et, par la même occasion, il vérifie si Nicole est revenue. Mais il semble que non. Il a donc attendu quelques heures, jusqu'à 16h30 tout de même, avant de finalement appeler la police qui avait déjà été informée de la présence du cadavre de sa femme par l'agriculteur plus tôt dans la journée. Et justement, pour les enquêteurs, il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette version. Si Doug était si inquiet de ne pas voir sa femme revenir, pourquoi ne pas avoir téléphoné dès son premier réveil, lorsqu'il a donné le biberon à son enfant, ou plus ou moins à cet horaire? Le jeune homme a presque agi comme s'il savait que Nicole ne reviendrait pas. Et ce comportement, les policiers le trouvent suspect. Alors Doug explique qu'il était en gueule de bois, qu'il craignait que Nicole ait fini avec un autre homme, et il a eu de nombreuses pensées avant de saisir le téléphone pour signaler sa disparition. Dans la salle d'interrogatoire, personne n'y croit. Sauf qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments concrets pour l'inculper. Son ADN est tout de même prélevé. Mais il faut relâcher le compagnon de la victime. Ce n'est pas grave, puisqu'en faisant parler le petit ami, les inspecteurs ont de quoi vérifier ses dires. Et s'il devait y avoir des incohérences, Doug devra à nouveau se justifier. Chaque chose en son temps, il faut contrôler d'abord. Et surtout, prévenir la famille de Nicole que leur proche a été assassiné. C'est bien sûr une affreuse nouvelle qui déchire le cœur de la famille qui n'en revient pas. Nicole ne méritait pas de finir ainsi. Après avoir accompli ce terrible devoir, les agents se remettent à leur enquête. Et alors qu'ils sont en train de vérifier les éléments apportés par Doug, c'est une patrouille de police qui fait une sacrée découverte. Au bord d'une route, située à environ 2 km de l'endroit où reposait le corps, les affaires de Nicole sont trouvées. Il y a un badge, son porte-monnaie, son téléphone portable, mais surtout ce qui semble être un bas. Et il est fortement taché de sang. Vu la disposition des objets, il est évident qu'ils ont été jetés depuis la fenêtre d'une voiture roulant rapidement. Le tueur a semble-t-il paniqué. En tout cas, ce n'est pas la méthode qu'aurait employée un meurtrier précautionneux. Et tant mieux d'ailleurs, parce que tous ces objets sont envoyés en laboratoire pour être analysés. Et peut-être obtenir la preuve médico-légale manquante afin de résoudre le mystère du meurtre de Nicole van der Heyden.
Les enquêteurs reçoivent, dans le même temps, les conclusions du rapport d'autopsie. La cause de la mort est bien celle que les policiers suspectaient, c'est-à-dire la strangulation. Le rapport fait aussi état d'une violence inouïe à l'égard de la victime. Nicole a plusieurs traumatismes crâniens, mais il y a surtout plus de 240 blessures qui sont relevées, dont 30 uniquement situées dans la zone de la tête. 240. C'est un nombre faramineux. Et on pourrait tout à fait penser que le meurtrier s'est acharné sur le cadavre, mais pas du tout. Toutes les blessures ont été faites du vivant de Nicole. Elle s'explique en partie parce que la femme s'est battue jusqu'au bout afin de survivre, même si cela n'a pas suffi. Les organes génitaux de la jeune femme n'ont pas été épargnés, laissant suggérer une agression sexuelle. De l'ADN masculin est découvert, mais les échantillons ne sont pas suffisamment en bon état pour être exploités à leur plein potentiel. Il faut donc patienter qu'un meilleur échantillon soit découvert. Mais cela risque de prendre du temps, parce que les analyses ADN sont longues, et le laboratoire du département de la police criminelle s'occupe de plusieurs commissariats en simultané. Le temps que des preuves médico-légales ressortent de ces analyses, les enquêteurs cherchent d'autres indices. Et ils en trouvent, notamment avec les caméras de surveillance des 2 bars où Nicole et Doug ont passé la soirée. C'est dans le 2e bar qu'il y a une vidéo intéressante. Dans un premier temps, il est possible de voir Nicole danser et rigoler avec des amis. Puis, dans un second temps, la jeune femme est filmée assise à la terrasse du bar, sur son téléphone, sûrement en train de communiquer avec Doug. Vu sa gestuelle, il est évident qu'elle est agacée. Ce qui est normal lorsque l'on connaît le contexte. Soudain, elle se lève de sa chaise, puis quitte les lieux précipitamment par l'entrée principale. Mais c'est ce qu'il se passe après le départ de Nicole qui retient toute l'attention des inspecteurs. Quand la femme s'est levée puis a quitté l'établissement, dans l'instant, un homme a clairement suivi sa trajectoire. Qui est-il ? A-t-il un lien avec le meurtre de la jeune femme ? Les réponses à ces questions sont cruciales. C'est la dernière fois que Nicole a été aperçue avant d'être tuée. Cet homme, à défaut d'être impliqué, a forcément pu voir quelque chose derrière les portes du bar, et il faut lui mettre la main dessus. Les bandes de vidéosurveillance du second bar sont tombées sous la main des policiers, et ils ont pu y voir Nicole en train de quitter les lieux. Mais surtout, quelques instants après, un homme prendre la même direction que la jeune femme. Puisqu'aucune caméra n'est installée à l'extérieur de ce côté du bar, les enquêteurs décident de se déplacer dans cette rue pour discuter avec les commerçants, ainsi que le personnel du bar concerné. Grâce aux informations qu'ils collectent, les policiers parviennent à identifier l'homme comme Aaron Kolinski, l'un des amis avec qui se trouvait Nicole un peu plus tôt dans la soirée. Sans plus tarder, le jeune homme est convoqué au poste de police pour un interrogatoire. Aaron dit aux agents qu'il a bien suivi la jeune femme ce soir-là. En réalité, pour la convaincre de ne pas partir aussi vite. Il avait remarqué le changement d'humeur de Nicole. Elle tentait d'obtenir des réponses aux messages qu'elle envoyait à son petit ami Doug, mais celui-ci ne répondait plus. Alors, elle a décidé de partir. Aaron a essayé de la retenir dans un premier temps, avant de lui dire de prendre au moins un taxi ou un Uber pour rentrer. Sauf que Nicole n'a absolument aucune envie de discuter avec lui à ce moment de la soirée, et a commencé à le repousser brusquement. Avec l'alcool, elle a fini par tomber au sol et a crié de plus en plus fort. Aaron a voulu l'aider à la relever, mais elle est devenue encore plus violente. Dans une dernière tentative, il propose à Nicole de rentrer avec le groupe, qui peut la déposer chez elle. Mais l'attitude de la jeune femme ne change pas, et comme des passants commencent à s'intéresser à la scène, Aaron décide de laisser Nicole faire ce qu'elle veut. Ça, c'est la version du jeune homme. Et après vérification, les enquêteurs n'ont aucune raison d'en douter. Sur la vidéosurveillance, le temps que passe Aaron avec Nicole, avant de revenir dans le bar, correspond avec les faits qu'il a détaillés. La caméra a aussi filmé le moment où l'ami de la victime rentrait en taxi avec son groupe. Et il est démontré qu'il n'est jamais revenu dans le secteur. Autrement dit, il n'a pas assassiné Nicole, caché son cadavre, avant de revenir sur les lieux. Aaron est donc hors de cause. Mais la vidéo de cette nuit continue d'être étudiée. Doug et Greg sont observés dans le bar. Le seul problème, c'est que le comportement que le petit ami de Nicole a décrit lorsqu'il était interrogé n'a rien à voir avec celui sur la bande que visionnent les agents.
Il avait dit avoir cherché sa compagne durant un long moment avant de s'en aller. Pourtant, les images montrent les deux amis faire la fête et consommer de l'alcool dans ce bar. En plus, Doug a quitté le Sardine Can autour de 2h15 du matin, bien plus tard que ce qu'il avait annoncé. Voilà des mensonges qui replacent le nom de Doug tout en haut de la liste des suspects. Alors les enquêteurs se tournent vers la famille de la victime afin d'obtenir une autre version de l'ambiance au sein du couple. Et surprise, d'après Heather, la sœur de Nicole, la période de grossesse de la jeune femme était apparemment mouvementée. C'est confirmé par les dires de Victoria, la mère, qui explique même que Doug avait déjà frappé Nicole. Victoria avait demandé directement à sa fille s'il lui avait déjà levé la main dessus, et elle avait répondu par l'affirmative. C'est un son de cloche bien différent de celui de Doug, qui encore une fois semble avoir tordu la vérité. Au bout du compte, Heather, comme sa mère Victoria, donnent leurs sentiments. Et d'après elle, cela ne serait pas une surprise que Doug soit le responsable de ce meurtre atroce. Bien sûr, ces témoignages ne sont pas des preuves, mais pour que deux personnes soient intimement convaincues de la culpabilité du jeune homme, c'est que son attitude a été problématique. S'il a été violent, il y a donc une chance pour que Nicole se soit déjà plaint de son comportement auprès des autorités. Alors les enquêteurs tapent le nom de Doug Detry dans leur base de données. Et il y a bien une ligne qui s'affiche sur l'ordinateur. Ce n'est pas Nicole qui a porté plainte pour violence, mais une ancienne petite amie du suspect. Simplement, la procédure n'est pas allée plus loin et n'a pas donné lieu à un procès. Seulement, cela démontre que Doug peut s'avérer brutal, au point que l'une de ses ex franchisse le cap de le signaler à la police. Rebecca, l'ancienne petite amie de Doug, est invitée à répondre à quelques questions, notamment à propos de cette plainte de l'époque. Elle décrit Doug comme une personne ignoble. Il lui arrivait de lui cracher au visage, lui jeter des objets avec force sur elle. Mais surtout, il était extrêmement manipulateur et oppressant. Rebecca a eu du mal à se défaire de cet homme violent. D'ailleurs, elle en a payé le prix, avec une fracture de la cheville suite au coup de son ex-compagnon. Il y a un schéma qui se dessine à présent. La relation entre Nicole et Doug ne semble pas aussi idéale. Au contraire, elle est plutôt chaotique, et la jeune femme ne se laisse pas faire. Est-ce que, lors d'une dispute, le petit ami manipulateur aurait pu voir rouge au point de commettre l'irréparable ? C'est fort possible pour les policiers. La vitesse supérieure est donc passée. Un mandat autorisant la perquisition du domicile de Doug est délivré par un juge. Et la fouille du domicile va s'avérer très fructueuse. Les premiers éléments probants sont découverts dans le garage de la maison. Sur le sol, il y a plusieurs petites taches de sang qui sont repérées à plusieurs endroits. Du sang, il y en a aussi sur la banquette arrière du véhicule de la famille. Ce sont exactement les éléments de preuve médico-légale que les enquêteurs espéraient trouver. Mieux, parmi les chaussures du suspect, il y a une paire qui retient l'attention des inspecteurs. C'est une paire de la marque Nike, des Air Jordan. Si elle est si pertinente pour l'enquête, c'est à cause des semelles. La forme correspond à la trace de pas laissée sur le dos de la victime. Sur le dessus des chaussures, il y a aussi des petites marques rouges semblables à du sang. Du sang est donc découvert dans le garage, dans la voiture et sur les chaussures de Doug qui ont des semelles identiques à celles qui ont laissé une trace sur le cadavre de Nicole. Difficile pour les policiers de ne pas crier victoire et de ne pas penser qu'ils viennent de coincer le meurtrier de la jeune maman de 3 enfants. Surtout que les découvertes ne sont pas terminées. Alors que la police perquisitionne le logement du suspect, des voisins approchent les enquêteurs pour leur signaler ce qu'ils ont trouvé. Ce sont 2 hommes qui faisaient leur sport tranquillement dans le quartier quand en courant, l'un d'eux a sauté au-dessus de ce qui semble être une tache de sang. Les inspecteurs sont aussitôt conduits à l'endroit concerné. Et effectivement, il y a plusieurs taches de sang qui constellent le trottoir de ce quartier paisible. Mais pas seulement. Il y a aussi un câble qui ressemble à un cordon de chargeur de téléphone, ainsi que des touffes de cheveux de couleur blond. Le sang sur ce trottoir est analysé aussitôt. Et il correspond bien à celui de Nicole Van der Heyden. Les agents pensent qu'ils viennent de trouver le lieu du crime. La jeune femme a été sauvagement tuée à cet endroit précisément. La police sait où a été assassinée Nicole. Elle sait où le tueur s'est débarrassé de ses affaires. Et elle sait également où le corps a été déposé. Tous ces éléments pointent vers une seule personne, Doug Detry, qui va avoir chaud dans les prochaines heures.
Il est désormais certain que Nicole Van der Heyden a été tuée juste devant la maison qu'elle partage avec son petit ami Doug Detry. Du sang a d'ailleurs été découvert dans le garage de cette maison. À présent, l'enquête ne suit plus qu'une seule piste, celle du petit ami s'étant transformé en meurtrier. Pour les enquêteurs, les événements se sont déroulés de la sorte. Nicole est rentrée à la maison. Une dispute a éclaté, Nicole est sortie du domicile pour fuir son petit ami toxique. Il a alors attrapé un câble de chargeur, a rattrapé Nicole avec qui il s'est battu avant de l'étrangler. Après avoir ôté la vie de sa compagne, Doug a traîné le corps dans le garage pour le placer dans la voiture. Il s'est ensuite débarrassé des affaires de la jeune femme avant de déposer son corps dans la zone boisée du champ. L'histoire tient tout à fait la route. Elle-même solidement appuyée par des preuves incriminantes. Et Doug Detry est donc placé en état d'arrestation pour le meurtre de Nicole Van der Heyden, sa petite amie. Maintenant que le suspect est en détention, les policiers s'affairent à consolider leur dossier contre Doug. Comme du sang, mais aussi de la terre, ont été relevés dans la voiture du couple, les enquêteurs s'attardent sur le véhicule. Dans la voiture, il y a une caméra fixée sur le tableau de bord. En cas d'accident, cela permet d'obtenir des images des événements et c'est très utile pour l'assurance, mais aussi pour l'enquête. S'il y a des images montrant Doug conduire jusqu'au lieu de dépôt du cadavre, l'affaire est bouclée. Les enquêteurs récupèrent les données de cette caméra et sont surpris par l'absence de données, justement. En fait, la voiture n'a pas bougé de la nuit. Cela amène son lot de questions. Comment Doug a-t-il déplacé le corps de sa femme? A-t-il un complice? Si les enquêteurs s'interrogent, c'est parce que l'autre voiture du couple, le suspect l'a laissée garée à proximité du premier bar, et elle n'a pas bougé. Les forces de l'ordre en sont sûres après visionnage de la vidéosurveillance du quartier. Justement, si Doug n'a pas pris sa voiture, c'est parce que c'est Greg qui l'a déposée. Et l'ami du suspect devient suspect à son tour. Pas pour longtemps. Le jeune homme est interrogé, et il est très précis sur les événements de la soirée. Il ne ment pas sur ce point. Et puis, il avance qu'après être sorti du bar autour de 2h15 du matin, il a déposé Doug environ 30 minutes plus tard, et il est allé chez ses parents qui peuvent témoigner de sa présence pour le reste de la nuit. Les policiers bousculent Greg en lui disant que sa version est trop parfaite, presque préparée, et qu'ils ne vont pas tomber dans le panneau. Ils sous-entendent qu'il a commis un meurtre ou qu'il y a participé. Les inspecteurs espèrent faire craquer le jeune homme de cette façon, ou au moins créer des incohérences dans sa version. Mais cela n'a aucun effet. Greg s'en tient à ses propos. D'ailleurs, la stratégie des enquêteurs est un échec complet. Le jeune homme décide de partir. Il ne reste plus qu'à vérifier son alibi en contactant ses parents. Sauf que là, les parents expliquent qu'ils ne l'ont pas vu physiquement revenir. Il était là le lendemain et le jeune homme leur a dit à quelle heure il était rentré, mais ils ne l'ont pas vu de leurs propres yeux. Greg reste suspect. Juste après son départ, les inspecteurs reçoivent les résultats de nouveaux tests ADN réalisés par le laboratoire. C'est une nouvelle désillusion. Aucune trace de l'ADN de Doug ou Greg sur aucun des vêtements de la victime. D'ailleurs, l'échantillon masculin découvert sur Nicole ne correspond pas non plus à celui de l'un des deux suspects. Cette enquête semble prendre la direction d'une impasse. Surtout que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les inspecteurs. Non seulement l'ADN ne parle pas, mais en plus les preuves médico-légales qui ont conduit Doug en prison s'écroulent l'une après l'autre. Dans le garage, le sang découvert n'est pas humain. Il est celui d'une dinde que le suspect avait tuée après avoir chassé, quelques jours auparavant. Le sang dans la voiture est humain, lui, mais ce n'est pas celui de Nicole. Il appartient à l'un des enfants qui avait saigné sur la banquette arrière. Enfin, les traces rouges semblant être du sang sur la chaussure de Doug ne sont pas du tout du sang en réalité. Les policiers avaient demandé les positions GPS des téléphones portables de Doug et Greg pour vérifier leur localisation par rapport à leur version. Et tout colle parfaitement. Il n'y a pas d'incohérence. En quelques heures, tout le dossier monté contre le petit ami de Nicole s'effondre. Il n'y a absolument aucune preuve contre lui. Et pire, l'investigation repart donc de zéro. Doug Detry est finalement libéré de prison après y avoir été incarcéré de longs jours à tort. Et la police se concentre pour trouver de nouvelles pistes. Il y a un point qui ne bouge pas, cependant. C'est le lieu du crime. Nicole a été tuée devant chez elle, c'est certain. Mais par qui ?
Pour obtenir la réponse à cette question, il faut résoudre une autre énigme. Comment Nicole est-elle rentrée chez elle ? Eh bien oui, parce qu'elle n'a pas été raccompagnée par son groupe d'amis, Doug n'était pas avec elle, alors comment ? Pour comprendre, ce sont des centaines d'heures de vidéosurveillance qui sont scrutées par plusieurs policiers. Ils observent toutes les rues entre le domicile de Nicole et le bar où elle se trouvait. Mais impossible de repérer la jeune femme. C'est comme si elle s'était évaporée. En parallèle, la police a continué d'envoyer les effets personnels de la jeune femme découverts sur le bord de la route au laboratoire, en espérant découvrir une preuve médico-légale. Parmi les derniers objets envoyés, il y a une paire de chaussettes qui se trouvait sur le cadavre. Après plusieurs jours d'attente, c'est un résultat positif qui revient vers les enquêteurs. L'ADN est complet. Il n'y a plus qu'à le comparer avec la base de données nationale de la police. Et là encore, le résultat est positif. Le nom du nouveau suspect est George Stephen Burch. Un nom qui surprend tout le monde dans le poste de police. Qui est cette personne ? Le meurtre de Nicole Van Der Heyden vient de connaître un rebondissement inattendu. Alors que les policiers avaient déjà mis derrière les barreaux son petit ami, Doug Detry, c'est finalement un autre nom qui ressort suite à de l'ADN découvert sur une chaussette de la jeune femme. George Burch. Il est originaire de l'État de Virginie et a priori, il n'a absolument aucun lien avec Nicole ou même Doug. Ce n'est pas un enfant de cœur. Il a fait des allers-retours en prison régulièrement du côté de la côte est des États-Unis avant de s'installer à Green Bay en 2016. Les enquêteurs continuent de se renseigner sur cet homme et ils découvrent que la police l'a déjà convoqué pour un accident suivi d'un délit de fuite. La voiture impliquée était une Chevrolet et elle a été découverte proche du secteur où Nicole a été tuée. Quand il a été interrogé, Burch a indiqué que la voiture avait été volée. Les policiers commencent à croire qu'en réalité, c'est cette voiture qui a servi à déplacer le corps de la jeune femme. Le véhicule est aussitôt saisi pour être analysé. Le premier point intéressant est que la largeur des pneus, ainsi que les marques qu'ils laissent, sont très proches de ce à quoi ressemble la trace de pneus relevée dans le champ où le corps de Nicole a été déposé. Le reste de la voiture est également fouillé. Pendant ce temps, les enquêteurs étudient les déplacements GPS de Burch grâce à son compte Google. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'il a pour habitude de se rendre dans un bar à proximité de celui où Nicole se trouvait le soir de son meurtre. Le portable de l'homme est donc tracé grâce à son compte Google. Les données montrent tous les chemins empruntés par Burch le soir du meurtre. Et devinez quoi ? Il s'est trouvé exactement à chaque endroit clé du crime. Devant la maison de Nicole et Doug. Le long de la route où les affaires de la jeune femme ont été jetées. Et bien sûr, dans la zone boisée du champ où son corps a été découvert. Ça y est, les inspecteurs sont convaincus de tenir leur homme et cette fois, il n'y a aucun doute. George Burch est convoqué par la police pour un interrogatoire. Mais cela ne va pas être aussi simple qu'on pourrait le penser. Cet homme a de l'expérience avec les forces de l'ordre. Il reste stoïque quand les policiers lui annoncent qu'il est assis dans cette petite salle dans le cadre d'une affaire pour homicide. Il réclame simplement son avocat. Il ne donne aucune version des faits. Il n'explique pas comment il a rencontré la jeune femme et ne clame même pas son innocence. Alors, faire des aveux, cela aurait définitivement scellé le sort de George Burch. Mais en réalité, les positions GPS incriminantes et surtout son ADN découvert sur Nicole suffisent aux policiers pour l'inculper de meurtre. Le 19 février 2018, George Burch est donc présenté devant un juge, sans jamais avoir avoué ou même parlé à la police. Et quand il se présente au tribunal, il décide enfin de communiquer. Mais ce n'est absolument pas pour avouer. Au contraire, Burch raconte les événements qui se sont produits le soir du 21 mai 2016. D'après lui, il a rencontré Nicole Van Der Heyden dans un bar du secteur. Ils ont rigolé ensemble avant de flirter un peu. Ensuite, il a raccompagné la jeune femme jusque chez elle et devant sa maison, ils ont eu des relations sexuelles dans le véhicule. Sans qu'il ne sache ce qu'il se passe, l'homme est frappé violemment à la tête, ce qui le fait s'évanouir. À son réveil, Nicole est allongée sur le trottoir sans bouger. Burch, lui, est menacé par un homme qu'il n'a jamais vu de sa vie, et il a une arme pointée vers lui. En tout cas, cet individu, George Burch ne savait pas de qui il s'agissait jusqu'à aujourd'hui.
Celui qui a pointé le pistolet sur sa tempe n'est autre que Doug Detry, le petit ami de Nicole. Il explique ensuite qu'il a été contraint de rouler sous la menace de l'arme jusqu'au champ pour déposer le corps de la jeune femme décédée. Doug était toujours armé. Simplement, Burch a réussi à désarmer le petit ami et à s'enfuir. Alors bien sûr, aucun policier ne croit en la version de George Burch. Elle aurait pu être crédible s'il l'avait racontée quand il était interrogé par les policiers au poste. Mais là, il a simplement attendu de connaître les éléments de preuve à charge contre lui pour monter un mensonge correspondant au dossier de la police. C'est peut-être gros comme une maison, et c'est un coup vicieux, mais devant un jury, cela peut passer. Cela force donc les enquêteurs à prouver que Doug n'est pas du tout impliqué dans ce meurtre. Ce qui est un peu ironique lorsque l'on sait que le jeune homme a passé plusieurs semaines en prison à cause de ces mêmes policiers, bien que tout le désignait. Quoi qu'il en soit, les inspecteurs apprennent que Nicole avait offert une montre Fitbit qui récolte les données de santé de son porteur, comme le nombre de calories dépensées, etc. Et Doug portait cette montre le soir du meurtre. Cela peut paraître anodin, sauf que c'est un indice absolument crucial en réalité. Parce que grâce à cet appareil, il est possible de savoir quand est-ce que Doug dormait, quand il était réveillé, et surtout, où il se trouvait. Cette montre est reliée à Google. Et encore une fois, le compte Google va être utile ici. Grâce aux données de Google, la police sait que Burch se trouvait devant la maison de Doug à une heure pendant laquelle le petit ami dormait. Il n'est pas allé non plus à tous les lieux où pourtant le compte Google de Burch montre qu'il s'y trouvait. Autrement dit, Doug n'a pas pu assommer Burch ni tuer Nicole, et encore moins se débarrasser du corps. George Burch ment et c'est désormais démontré. C'est au procureur d'expliquer ce qu'il s'est passé maintenant, grâce à tous les indices en possession de l'accusation. Doug et Nicole se sont disputés. La jeune femme, folle de rage, a quitté le bar pour aller dans un troisième bar toute seule, le Richard Craniums. Isolé, vulnérable et en état d'ébriété, George Burch n'a pas manqué l'occasion de s'approcher de la jeune femme, et il a finalement proposé à Nicole de la ramener. Devant chez elle, l'homme a pensé qu'il pourrait aller plus loin avec Nicole, qui lui a opposé un refus inacceptable pour lui. Il l'a donc brutalisée, l'a agressée sexuellement avant de l'étrangler avec un câble de chargeur de téléphone présent dans sa voiture. D'ailleurs, l'ADN de Nicole est retrouvé sur le siège passager de la voiture de l'accusé. La jeune femme était donc bien assise à ses côtés. Il a ensuite déplacé le corps, s'est débarrassé des objets appartenant à Nicole en les jetant le long de la route, puis est retourné chez lui. Ça, c'est la version de l'accusation. Le jury populaire doit donc trancher. En quelques heures, les délibérations sont terminées et le verdict est le suivant. George Burch est reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Nicole Van der Heyden. L'homme est donc condamné à purger une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Justice est rendue à cette mère de 3 enfants, même si cela ne la ramènera pas. Et Doug peut enfin souffler ayant été totalement lavé de tout soupçon. Voici pour cette affaire pleine de rebondissements. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « chant » en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à dimanche prochain. Bye.